J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre, Gosselin-Dumont. Bonjour, Francis. Salut Mario. Fait que la Ville de Montréal a plus d'argent? Non, ben ils en ont pas pour toi et moi, Mario, mais ils en ont pour toutes sortes de choses qui sont clairement des grandes priorités internationales là, pour les citoyens, dont Il y a un projet apparemment que t'avais un pas vu nouveau. venir. Faut payer des huîtres à beaucoup d'autres mondes, dont apparemment à des petits animaux. Donc, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'en fait, là, malgré là, tu sais, qu'ils aient remué, là, comment elle disait ça, Madame Olivier, là, ils ont vraiment fouillé dans tous les tiroirs, là, Mario, là, pour trouver des dollars. Là. Ben, Magie Zazou Ping, là, on a trouvé soudainement une somme rondelette, là, 150 millions de dollars sur les 10 prochaines années pour créer un nouveau refuge pour les animaux qui va s'ajouter en fait là, au service de la SPCA et à d'autres services privés là, ou à but non lucratif. Donc, c'est du nouvel argent qui s'ajoute à l'argent qui existe déjà dans cet écosystème-là. Ça va placer Montréal pas mal dans le sommet des villes qui met le plus d'argent pour la protection des animaux Mais c'est pas un domestiques. peu cher? Au moment... Ben, c'est énormément cher. Puis en plus, c'est un contrat qui a été donné de gré à gré à une OBNL qui a pas dû à prouver quoi que ce soit. Ils ont même pas de local, Mario. Donc, on leur donne un genre de chèque en blanc en leur disant, allez les amis, faites-nous un refuge. On donne 150 millions à un organisme qui n'a pas de local. Exactement, avec l'espoir qu'ils vont trouver un local, acheter, j'imagine, des cages. Bon, c'est un organisme qui existe déjà sur la rive sud de Montréal, donc ils opèrent là, des centres comme ça. Donc, on devine qu'en matière de savoir-faire, ils partent pas de zéro. Mais à Montréal, ils ont aucune existence. Donc, c'est comme essentiellement là, une fraction de milliards de dollars, Mario, pour créer une genre de start-up de protection des animaux, alors qu'il y a la SPCA là, qui existe, là, qui a des structures, etc. Je n'ai pas réussi à voir quelle avait été la réaction de la SPCA face à ça, mais je trouve ça absurde de dédoubler, évidemment, les mesures. Et évidemment, Mario, c'est un refuge centralisé. Je suis bien fan de l'Est de Montréal, qui a été négligé politiquement depuis longtemps, mais on va faire un centre à l'Est. Donc, tu t'imagines bien, Mario, que pour quelqu'un qui habite À je sais Sainte-Anne-de-Bellevue. pas, à l'autre bout de l'île, là, à Sainte-Anne-de-Bellevue, aller chercher un petit chien à quasiment, tu sais, avec l'état des routes de Montréal sous Valérie Plante, là, ça va être 2h30, 3 heures de route, là, aller chercher un chien. Je comprends pas, Mario, la logique. Au contraire, on devrait adopter une logique décentralisée avec des petites OBNL, qui est le modèle de la SPCA. Donc, c'est vraiment une vision là, un peu communiste, là, Mario, là, un lieu centralisé, financé par l'État, et ce, au moment où on nous fait croire qu'évidemment, on a vidé tous les tiroirs puis qu'on a remué toutes les chaussettes pour trouver 2-3 piastres. T'sais. Entre ça, les bonus au cadre, le CPM et tout, Mario, ce n'est que la conclusion là, de cette triste farce qui est le budget de la Ville de Montréal. Donc, T'es vraiment frustré personnellement, Mario, et tu n'es pas un contribuable montréalais. Si t'avais une maison ou un condo à Montréal, tu serais pas de bonne humeur ces semaines-ci. j'ai un condo commercial à Montréal, Ah, Mario. quand même, OK. Fait que tu payes quand même. Je peux t'en parler. Ouais, je peux t'en parler. Je paye 5 fois plus de taxes par pied carré que les gens qui ont une propriété résidentielle à Montréal pour ce local-là. Et je n'ai pas le droit d'avoir une vignette de parking. C'est comme... fait que, si tu veux qu'on rentre dans les détails, là, je peux te parler longuement de la fiscalité montréalaise, mais je suis effectivement mécontent. Et je ne suis pas le seul. Je peux te confirmer ça. J'en doute pas. Parle-moi de Poste Canada qui, a fait plusieurs gros changements au fil des années en disant à chaque fois, ben là, sinon on va perdre trop d'argent. Mais là, est-ce comme ils en perdent quand même? Ils en perdent, puis pas un petit peu, Mario, là, au 33, Post Canada a perdu presque 300 millions de dollars, là, ce qui veut dire que sur une échelle annualisée, ça coûterait 1 milliard de dollars à garder un service
complètement dysfonctionnel. Petite tranche de vie, Mario, je suis allé récemment dans un bureau de poste là, pour retourner un colis Amazon. J'avais mon étiquette, mais j'avais pas réussi à l'imprimer, le petit bug d'imprimante. Eh bien, imagine-toi donc que dans un bureau de poste, on ne peut pas imprimer une étiquette de retour. Mais je comprends pas c'est quoi votre job si c'est pas celle-là. C'est pas très compliqué, tu sais. Imprimer des étiquettes, les mettre sur des boîtes, les envoyer à quelque part, tu sais, c'est comme, il y a 3-4 choses que tu as à faire. Apparemment, c'est trop compliqué là, d'acheter une imprimante. Donc, évidemment, j'étais pas particulièrement satisfait. Et puis, ce qui est particulier, Mario, c'est que tu le sais, le commerce électronique est en explosion partout au Canada et dans le monde. Tu as des nouvelles startups, entreprises comme Intelcom, comme plein d'autres joueurs, évidemment, grands joueurs américains, FedEx ou UPS ou DHL, qui est une société allemande, qui font des affaires en or. Et nous, on a un genre de semi-monopole sur le courrier et on n'est pas foutu de rentabiliser ça. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans cette Mais histoire. il y a quand même quelque chose qui voilà. avait été fait en 2013-14, le gouvernement Harper. En fait, c'est même pas le gouvernement. Post Canada avait dit, là, on peut plus perdre de l'argent à ce rythme. On peut pas manger de l'argent à coups de centaines de millions. Puis, tu sais, il avait éliminé le courrier à domicile pour une bonne partie des gens, tu sais, puis avec des boîtes communautaires. Puis, comme on dit, c'était fait, là, tu sais, c'était implanté, mettons, dans 40% du territoire, il en restait 60%. Puis, tu sais, je sais pas que tout le monde était content, mais ça se faisait. Et là, c'est devenu un enjeu électoral. M. Trudeau qui a promis que s'il était élu, il allait tout geler ça. Et il l'a fait, là. Avec la situation, d'ailleurs, absurde, que les gens, selon que l'espèce de tirage au sort, là, que si tu fais partie d'un territoire où Post Canada avait déjà fait sa réforme, t'as perdu le courrier. Mais si tu étais dans les gens qui devaient perdre le courrier 6 mois après, ben l'arrivée de Justin Trudeau a sauvé le courrier, mais regarde le résultat maintenant. Là, à l'époque, Post Canada disait on va perdre des centaines de millions, et là, ils perdent des centaines de millions. Est-ce que c'est logique? Est-ce que... Comme je te dis, Mario, c'est à n'y rien comprendre, puis c'est un acteur dans une industrie qui est florissante, donc encore une fois, à eux de trouver une façon de faire qui est rentable, ça ne doit pas être si compliqué que ça. Tu sais, il y a cette expression en économie, là, une marée qui monte fait lever tous les bateaux, là, ben apparemment, il y a un trou dans la coque de Post Canada, parce que alors que tous les navires montent avec la marée, celui-là, il s'enfonce dans les sables, puis c'est bizarre, Mario, puis je sais pas si c'est un enjeu de leadership au sommet ou, comme tu dis, d'intervention du politique qui mais là, va à gauche, mais pas à droite, les joueurs avec lesquels tu les compares, là, je pense pas qu'ils ont la même syndicalisation. Tu sais, ça a été syndiqué mur à mur comme une entreprise du secteur public. Est-ce que ça peut compétitionner aujourd'hui avec FedEx, mettons? Je suis pas certain, là. Ben, je sais pas, mais je sais pas si tu as suivi la quasi-grève là, du côté de chez UPS là, qu'il y a eu à l'été dernier, mais les employés sont syndiqués, ils ont des des meilleures conditions de travail désormais, les salaires ont été nettement augmentés, puis pourtant, UPS, moi je connais ma madame UPS, je sais pas si elle nous écoute, mais je lui lève mon chapeau, c'est toujours la même, elle est super gentille, elle me fait confiance. Des fois, il faut que je t'envoie voir mon voisin, il va signer à ma place, puis elle le fait. Tu sais, il y a une notion de service. Puis paradoxalement, UPS vient jusqu'à ma porte, ce que Post Canada ne fait plus. Donc, à un moment donné, tu sais, il faut quand même pas virer fou. Il y a Amazon qui pourrait être intéressé à produire de l'électricité au Québec. Oui, ben ils le font déjà, Mario, dans d'autres provinces canadiennes. Donc, c'est intéressant de voir là, qu'un acteur de cette ampleur-là s'intéresse donc à la production énergétique chez nous. Ils ont lancé là, des projets d'énergie renouvelable, notamment en Alberta. Puis, selon certaines questions qui leur ont été posées, le Québec là, pourrait être le prochain. Il faut savoir que Amazon, en plus d'opérer des grands centres de distribution de colis, ont aussi des centres de données là, ici au Québec qui consomment énormément d'énergie et donc il pourrait y avoir un intérêt à ce que leur chaîne d'approvisionnement soit renouvelable. Puis tout ça, évidemment, à l'époque où M. Sabia dit vouloir dépenser, là, je pense que c'était 185 milliards de dollars pour des nouvelles sources d'énergie. Puis une des raisons qui explique cette demande-là, Mario, dans les prochaines années additionnelles, c'est pour ce qu'on appelle la décarbonation de l'approvisionnement. Fait que c'est souvent des entreprises qui fabriquent ailleurs
ailleurs ou qui hébergent des centres de données ailleurs où l'énergie est faite au charbon, avec du pétrole et d'autres ressources non renouvelables, qui décident de venir s'installer au Québec pour décarboner essentiellement, donc enlever l'empreinte carbone à leur chaîne de valeur. Donc, de voir Amazon qui évidemment détient des centaines de milliards de dollars de réserves de liquidités, venir au Québec pour installer des projets d'énergie renouvelables, puis donc qui pourraient s'ajouter à notre capacité de production. Ça d'un très bon œil. Il faudra voir comment on ficelle, par contre, les finances de tout ça, Mario, parce qu'on s'est doté d'une société d'État forte. On a nationalisé l'énergie au Québec. Donc là, de voir plusieurs joueurs privés qui s'y intéressent, ça va, mais il faut trouver une façon que ça nous revienne également et que ce soit pas juste le free-for-all de n'importe qui installe des éoliennes, du panneau solaire à gauche et à droite sans forme de coordination. Francis, merci. Bonne fin de semaine. Merci, bon week-end.